Bienvenue sur Africa 24, dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Tension diplomatique entre la Somalie et le Kenya. Le gouvernement somalien a rappelé son ambassadeur au Kenya, Mohamed Ahmed Nour Tarsan. Des accusations d'ingérence politique sont au cœur de cette discorde. 47 millions de dollars pour le projet Agribiz au Kenya. L'Union européenne et le Danemark entendent aider les entreprises agroalimentaires kenyanes, notamment dans leur processus de commercialisation. Et enfin, les Nations Unies déploient 32 tonnes d'aide humanitaire pour les réfugiés éthiopiens au Soudan, des réfugiés qui ont fui le conflit au Tigré. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, au Congo, l'opposition affiche sa déception après la tenue de la concertation politique de Madingu, une concertation organisée du 25 au 27 novembre en vue de préparer l'élection présidentielle de 2021. Le chef de file de l'opposition, Pascal Tsati Mabiala, affirme qu'un consensus n'a pas été obtenu. Parmi les désaccords, le renforcement des compétences de la commission électorale ou encore le plafonnement des dépenses électorales. Selon lui, le seul point d'entente de cette réunion concerne les représentants des candidats qui, je cite, seront acceptés à prendre part aux réunions des centres de compilation des résultats à tous les niveaux. Par manque de consensus, les leaders de l'opposition, Claudine Mounari et Guy-Brice Parfait-Kolela, ont lancé un appel au président de la République, Denis Sassou Nguesso, indiquant que désormais, je cite, la balle est dans son camp. La Somalie et le Kenya au cœur d'un incident diplomatique. Ce dimanche 29 novembre, le gouvernement somalien a rappelé son ambassadeur au Kenya, Mohamed Ahmed Nour Tarsan. Une décision prise, je cite, pour préserver la souveraineté nationale, explique le secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères de la Somalie, Mohamed Ali Nour, dans un communiqué. Un communiqué dans lequel il accuse le Kenya de s'immiscer délibérément, je cite, dans les affaires de la Somalie, en particulier celle du Jubaland. Plus de détails dans ce sujet de Nelly Claude Bessa. Nouveau regain de tension entre la Somalie et le Kenya. Ce dimanche 29 novembre, les autorités somaliennes ont annoncé avoir rappelé leur ambassadeur près le Kenya, Mohamed Ahmed Nour Tarsan, invoquant une ingérence politique et économique dans une dispute diplomatique entre les deux pays voisins. Dans un communiqué, le ministère somalien des Affaires étrangères a indiqué que cette décision a été prise en réponse de l'ingérence du Kenya dans les futures élections de l'État régional du Jubaland. Le gouvernement somalien exprime ses regrets devant le gouvernement kényan pour les ingérences manifestes et flagrantes dans les affaires internes et politiques de la République fédérale de Somalie qui pourraient constituer un obstacle à la stabilité, à la sécurité et au développement de toute la région. La Somalie accuse le Kenya de faire pression sur le président de l'État de Jubaland, Mohamed Ahmed Madobe, pour boycotter l'accord électoral conclu le 17 septembre 2020 par le président Farmajo et 5 dirigeants des États fédérés afin que celui-ci mette en œuvre des actions allant dans le sens des intérêts politiques et économiques kenyans. Si le président du Jubaland ne respecte pas les accords qu'il a signés pour le scrutin de 2021, le processus de réunification de la Somalie va connaître un frein et du coup, le gouvernement central aura du mal à lutter contre le mouvement de Chebab, dont le bastion, justement, est le Jubaland. Donc l'enjeu est à la fois sécuritaire et au-delà, c'est un enjeu de réintégration du Jubaland dans la grande famille somalienne. Cette nouvelle tension intervient un an après que la Somalie et le Kenya ont décidé en novembre 2019 de normaliser leurs relations. L'affaire maritime à La Haye reprend en mars 2021 et est susceptible d'ouvrir une autre série de batailles entre les deux pays. Dans l'actualité également, au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès ne déposera finalement pas de recours auprès de la justice contre les résultats de l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. Le CDP a en effet déclaré, je cite, prendre acte des résultats provisoires délivrés par la Commission électorale nationale indépendante. Une décision motivée par l'absence d'unanimité ou même de consensus, indique le directeur national de campagne du parti, Topan Mohamed Sané. Rappelons que le candidat du CDP, Edi Komboigo, était arrivé en seconde position avec 15,48% des suffrages.
Le secteur agricole se développe au Kenya. L'Union européenne et le Danemark vont injecter 47 millions de dollars dans le cadre du projet AgriBees, un projet mis en place dans le comté de Machakos et qui permettra d'accompagner les entreprises agroalimentaires, notamment au niveau de la commercialisation de leurs produits. Joël Ballot. Le comté de Machakos, au Kenya, va bénéficier d'un financement de 47 millions de dollars pour la mise en place d'un programme agricole dénommé AgriBees. Financé par l'Union européenne et le Danemark, ce projet vise à accompagner les entreprises agroalimentaires dans la transformation et la commercialisation des produits locaux. Le programme AgriBees est conçu pour identifier les points d'entrée appropriés pour les jeunes et les femmes le long des chaînes de valeur agricoles. Il est essentiel de libérer ces opportunités économiques pour renforcer le secteur agricole durable et la sécurité alimentaire qui se traduiront par la création d'emplois et l'augmentation des revenus. Grâce à ce projet, le gouvernement kényan souligne l'importance de l'agriculture dans sa stratégie de redressement de l'économie. En collaborant avec 2400 jeunes et femmes, l'État kényan entend favoriser la création de richesses en générant 17 000 emplois au cours des 5 prochaines années. L'accompagnement dont va bénéficier le Kenya est une bouffée d'oxygène pour les entreprises du secteur agroalimentaire qui pourront accroître l'approvisionnement et les parts de marché des produits locaux transformés sur le plan national et à l'international. Cette transformation va évidemment nécessiter davantage de matières premières agricoles de qualité, ce qui devrait inciter, relancer et booster la production agricole locale et partant créer des emplois à chaque maillon. À ce jour, le domaine agricole emploie 80% de la population rurale. De ce fait, l'agriculture revêt une importance capitale pour l'accélération de la croissance économique, l'accroissement du nombre d'emplois et la réduction de la pauvreté au Kenya. Le Zimbabwe entend développer davantage son industrie automobile. Le gouvernement a ainsi décidé d'interdire l'importation de véhicules d'occasion de plus de 10 ans. Une démarche qui répond également à un défi écologique. Le pays ambitionne en effet de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Marie-Raphaël Antolo. Le Zimbabwe a interdit l'importation de véhicules d'occasion de plus de 10 ans alors que le pays entreprend de revitaliser son industrie automobile. Lors de la présentation du budget national 2021 au Parlement le 26 novembre 2020, le ministre des Finances du cabinet zimbabwéen, Mthuli Ncube, a déclaré qu'environ 1,3 milliard de dollars avaient été dépensés pour l'importation d'autobus et de véhicules utilitaires légers malgré la capacité de l'industrie automobile locale à assembler la gamme de véhicules à moteur susmentionné. Il faut noter que l'évaluation de la capacité du Zimbabwe à produire localement les véhicules intègre plusieurs paramètres déterminants. Il s'agit tout d'abord de la technologie. Il s'agit également de la capacité du Zimbabwe à avoir de la main-d'œuvre qualifiée en matière formative productive, des produits à haute intensité de technologie, et également de l'intégration du Zimbabwe dans des chaînes de valeur de production des véhicules. D'après certaines informations, les véhicules commerciaux tels que les tracteurs, les camions de transport, les engins de terrassement et autres véhicules spécialisés utilisés dans les mines et la construction seront exemptés de la nouvelle exigence. En réalité, plus nous faisons des importateurs des produits d'ailleurs, plus nous payons cher, plus notre économie est dépendante, plus elle est extravertie et plus la valeur de nos importations s'accroît alors qu'on constatera une atonie de la valeur de nos exportations. Et dans ce cas, on va essuyer ce qu'on appelle communément l'inégalité des termes de l'échange. Et l'inégalité des termes de l'échange ne peut que s'inscrire dans le cadre de faire baisser notre croissance, de faire baisser nos recettes d'exportation, de faire baisser également notre PIB. Donc il va de soi que en arrêtant d'importer des produits, notamment les véhicules d'occasion, cela va permettre d'accroître les recettes du Zimbabwe. Rappelons que le ministre de Finances Ncube a annoncé au début du mois de novembre que le Zimbabwe commencera bientôt à fabriquer localement des bus pour le système de transport public de masse dans le cadre des efforts du gouvernement pour relancer l'industrie automobile, autrefois dynamique du pays, mais aussi réduire la facture d'importation.
Ils parcourent chaque jour des kilomètres pour lutter contre le braconnage. Au Congo, les éco-gardes du site d'Ibubikro, dans la réserve naturelle de Lesioluna, veillent à la sécurité des gorilles. Une mission essentielle qui s'inscrit dans le cadre du projet Lesioluna, lancé par le gouvernement et la fondation John Aspinall. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Depuis près de 25 ans, Steve Okanza assure la polyvalence d'éco-gardes et d'éco-guides au sein de la réserve naturelle des gorilles de Lesioluna, située à environ 140 km de Brazzaville. Et chaque jour, il veille à la santé, à la nutrition et au divertissement de ces gorilles âgés de 4 ans et 5 ans et qui seront bientôt relâchés dans la nature. Entre Steve et les gorilles, c'est la famille. Comme on a beaucoup mis du temps avec les gorilles, ils sont devenus pour nous comme des enfants au village. Notre rôle d'abord c'est de garder cette espèce-là, les entretenir chaque jour, de faire manger avec le feuillage les fruits sauvages. La sécurité des gorilles est l'une des plus importantes missions des gardes des différents sites de la réserve Lesioluna, qui couvre une superficie de 170 000 hectares entre forêts, savanes, falaises et cours d'eau. Car l'espèce est en voie de disparition et nécessite une plus grande attention. La lutte contre le braconnage préoccupe aussi les éco-gardes. La première mission, c'est de récolter les bébés gorilles, les entretenir jusqu'à un certain âge et puis les relâcher dans la nature. Parce que le gorille, c'est une espèce en vue de disparition. Il faut la protéger pour que cette espèce survive, puisqu'elle est tellement menacée par les braconniers. Notre deuxième ambition, c'est de lutter contre les braconniers. Ce site a été créé grâce à l'initiative du gouvernement congolais et de la fondation britannique Aspinall. Il offre également un accès touristique aux visiteurs avec une virée sur la Luna et la Lefini, permettant une vue des gorilles réintroduits dans la nature, du lac Bleu ou le Mangaka. Au Soudan, l'Organisation des Nations Unies vient en aide aux réfugiés éthiopiens. Une première cargaison composée de 32 tonnes d'aide humanitaire a été acheminée à Khartoum en faveur des civils qui ont fui le conflit au Tigré. À noter que depuis le début des hostilités opposant l'armée fédérale éthiopienne au Front de libération du peuple du Tigré, plus de 43 000 Éthiopiens se sont réfugiés au Soudan. Nélé Claude Bessard. Première cargaison d'aide d'urgence onusienne acheminée au Soudan. Un avion chargé de 32 tonnes de fournitures humanitaires est arrivé à Khartoum, la capitale soudanaise, pour assister rapidement les milliers de réfugiés éthiopiens cherchant un abri au Soudan. Un autre pont aérien est attendu avec 100 tonnes supplémentaires d'articles de secours. L'Organisation des Nations Unies prévoit d'envoyer 4 ponts aériens au Soudan en appui aux réfugiés éthiopiens. Cette aide va permettre à ces gens-là de pouvoir survivre dans cette période assez difficile pour eux, de pouvoir se soigner, de pouvoir se vêtir et de pouvoir s'alimenter dans un contexte difficile. Mais l'aide mérite d'être mieux déployée. Dans l'est du Soudan, les agences humanitaires continuent d'intensifier leurs efforts de secours en collaboration avec la Commission soudanaise des réfugiés et les autorités locales face à des défis logistiques complexes. Depuis le début des combats dans la région du Tigré, en Éthiopie, le 4 novembre, plus de 43 000 réfugiés sont entrés au Soudan. L'aide est mobilisée pour aider les réfugiés dont près de la moitié sont des enfants. Une situation suscitant l'inquiétude des Nations Unies. Les dirigeants éthiopiens doivent tout mettre en œuvre pour protéger les civils, défendre les droits de l'homme et garantir l'accès humanitaire pour la fourniture d'une assistance indispensable. J'appelle à la libre circulation et en toute sécurité des personnes à la recherche de sécurité et d'assistance, quelle que soit leur identité ethnique, à travers les frontières nationales et internationales. Pour l'heure, les autorités locales et les agences humanitaires se mobilisent pour fournir le plus rapidement possible de l'aide et de l'assistance aux réfugiés éthiopiens présents au Soudan. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.